Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois, la solidarité doit-elle être originale ? Alors face à la crise économique qui sévit dans nos pays, l'entraide solidaire est plus que jamais nécessaire. Les entreprises sociales ne manquent pas, les initiatives non plus, mais elles sont en pleine mutation. Il s'agit de toucher un public sans cesse sollicité, devenu plus frileux que par le passé. Alors pour se démarquer, il faut être créatif, original, convaincant surtout. Voici le sommaire de l'émission. Les Petits Riens sont une véritable entreprise d'économie sociale. Et comme toute bonne entreprise, ils ne négligent pas ce qui leur donnera un bon coup de publicité, ainsi ce défilé faisant appel aux meilleurs talents belges. Vivre avec le minimum ne signifie pas pour autant qu'il faut abandonner toute féminité. Ce salon, pas comme les autres, propose un relooking du cœur et du corps. De page en page, vous invite à découvrir le Vatican autrement. Claude Emmons, bonjour. Patrick Plateau, bonjour aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Claude Emmons, vous êtes président du CPAS de Liège et également président du relais social au Pays de Liège. C'est bien ça, oui. Et vous, Patrick Plateau, vous êtes administrateur et représentant de Caritas Secours francophone au diocèse de Tournai. Tout à fait. Alors Corinne, pour entrer dans cette thématique, que nous proposez-vous au menu ? Eh bien, quel lien existe-t-il entre un centre de tri qui brasse plusieurs dizaines de tonnes de vêtements par jour, un défilé de mode et une maison d'accueil pour jeunes SDF ? Eh bien, non, une réalité que vous connaissez certainement et qui s'appelle les Petits Riens. Savez-vous, Philippe, qu'ils ont fêté il y a quelques mois leurs 75 ans ? Je vous propose tout de suite un premier reportage. Il est signé Anne Lecomte. Dans le centre de tri de Le Saint-Pierre, 16 tonnes de textiles issus de la seconde main sont triées chaque jour. Donner une deuxième vie à ces vêtements collectés dans les reconnaissables guérites jaunes, c'est le but des Petits Riens. Une entreprise d'économie sociale qui lutte contre l'exclusion et la pauvreté en Belgique, bien loin des paillettes et du glamour d'un défilé mondain à Tour et Taxi. Et pourtant, les deux sont tout à fait compatibles. Pourquoi un défilé, en fait, pour exprimer une solidarité ? C'est un produit qui attire le public. Ça, c'est la première chose et c'est la façon de fonctionner des Petits Riens. On fait du business, des affaires. La seule différence, c'est qu'on va réinvestir le bénéfice qu'on va faire dans des actions de solidarité plutôt que dans de l'enrichissement d'actionnaires. Donc ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est parce que ça colle très bien avec notre activité. Puisque nous collectons des vêtements, nous revendons des vêtements, nous sommes quelque part actifs dans ce secteur de la mode, même si c'est un peu particulier, un peu décalé. On aime ça aussi quand c'est décalé. Chaque année, pour soutenir l'association, une trentaine de créateurs belges préparent un défilé, rivalisant d'inventivité et de fantaisie. Diva du catwalk ou inconnue au bataillon, la création, au nom de la bonne cause, fait foisonner les fanfreluches les plus décalés et oser le port de matériaux déjantés. Mais concrètement, comment cela fonctionne-t-il ? On demande à des stylistes et des designers de venir dans nos stocks, de venir piocher dans les stocks ce qui les inspire. Simplement, ils ont une carte blanche et donc ils vont chercher dans les stocks des objets et en partant de ces objets, ils vont recomposer une nouvelle pièce, une création unique qui là sera montrée pendant le défilé ou pendant l'exposition et puis vendue aux enchères au profit de notre action. Pour Elvis Pompilio, modiste à Bruxelles, ce sont les cravates qui lui ont fait de l'œil dans le grand centre de tri des Petits Riens. Cette fois-ci, j'ai choisi de travailler les cravates et voilà, j'ai fait des vêtements, des chapeaux et des sacs à main en cravate. Et c'est très... Évidemment, c'est pour une bonne cause, donc il faut aider les bonnes causes. Édouard Vermeulen, styliste créateur chez Nathan, lui a choisi le fluo après avoir découvert un beau manteau d'agent de police.
Je trouvais la couleur tellement insensée qu'on l'a complètement revisité dans des robes en le mettant, en prenant ce côté fluo qui est le fil conducteur des 8 pièces, en bas de manche, en bas de robe ou en petits détails. Et voilà, et j'espère que parce que le but aussi c'est que ce soit des robes qui soient mettables, parce que je veux que ce soit vendu. Parce que je dis, c'est pas tout de la créativité, il faut penser petit rien, il faut pas penser qu'à soi, il faut penser que ça doit rapporter, que nous sommes ici pour la bonne cause et pas pour notre cause personnelle. Les bénéfices engendrés par l'événement et par la vente aux enchères ont été réinvestis dans un projet social. Une nouvelle maison d'accueil pour les jeunes sans-abri qui a ouvert ses portes à Forêt en décembre dernier. Bienvenue à Atome 1824. C'est un nouveau centre d'accueil pour jeunes, donc entre 18 et 24 ans, donc un centre d'hébergement où on va accueillir tout jeunes qui se retrouvent à un moment sans domicile. Donc là, on va leur apporter un encadrement et un soutien adapté par rapport à leurs problématiques, justement pour après acquérir une autonomie et s'installer dans leur appartement ou dans le projet qu'ils ont envie de mettre en place. Bien plus qu'un hébergement, c'est un véritable projet d'insertion socio-professionnelle qui est proposé, basé sur la responsabilisation du jeune par rapport à son avenir, comme en témoigne Michael. Il a 22 ans et il est également le premier locataire du Atome 1824. Qu'est-ce que tu attends de cette nouvelle maison d'accueil ? Régler mes problèmes financiers. C'est donc, voilà, étant jeune, bon, j'ai tendance à bâcler tout mon fric, donc voilà. Donc moi je suis essentiellement ici donc, parce que je suis aux études, donc pour pouvoir avoir un climat qui me permet de continuer mes études et aussi pour apprendre à gérer mon argent comme il faut, par semaine, par 2 semaines, pour que je puisse enfin aller en autonomie dans mon appartement par après. Comment ça se passe ici le fonctionnement ? Le fonctionnement c'est très simple en fait, donc on nous oblige à avoir une activité extérieure, donc soit un travail, des études ou une formation. Moi je suis en formation, donc voilà, et il y a aussi l'activité dans la maison. Donc c'est sous forme de planning, on fait le ménage, la nourriture, la vaisselle, on s'occupe quoi. On fait les tâches qu'on va devoir faire en fait quand on sera chez nous. Avec Atome 1824, les petits riens voulaient répondre spécifiquement à la paupérisation croissante des jeunes en Belgique. Un challenge réussi en partie grâce à un défilé bling-bling à Tour et Taxi. Claude Emmons, quelle différence faites-vous entre solidarité et charité ? Bien, elle est relativement fondamentale, puisque lorsque l'on parle de charité, on part d'une émotion personnelle, disons d'une décision personnelle de donner parce qu'on a envie de le faire ou pas envie de le faire d'ailleurs, alors que la solidarité est une organisation légale, finalement, légale que ce soit au sein d'une ASBL parce qu'il y a un règlement qui organise cette solidarité ou légale au niveau d'un État, au niveau d'une institution quelconque, qui donne alors un droit qui implique également, bien sûr, des devoirs. C'est toute la différence qu'il y a entre les commissions d'assistance publique qui existaient auparavant et qui, en 1977, sont devenues les centres publics d'aide sociale et aujourd'hui d'action sociale. Donc ici, on est devant un droit que la personne peut ouvrir si elle est dans les conditions déterminées par la loi. Donc, en gros, c'est ça la différence qu'on peut faire. Est-ce que cette différence-là, vous la vivez de la même manière à Caritas Co-Francophone ? Oui, je pense que je ne vais pas rajouter ce que M. Edmonds vient de dire. Peut-être que je dirais, personnellement, ce qui me semble essentiel dans la solidarité, c'est un peu cette relation aussi. Une relation, comme je vais reprendre, comme les petits riens disaient au niveau du business, une relation win-win. Ce n'est pas quelqu'un qui donne à quelqu'un d'autre, mais plutôt une relation qui s'inscrit dans un partenariat, une collaboration. Je crois que ce qui est important aussi, c'est que quand une personne qui est en difficulté nous demande de l'aide, eh bien, on le voit comme une opportunité et non pas comme simplement un dossier ou autre, mais plutôt une opportunité de rentrer en relation et de créer vraiment un partenariat et une histoire avec cette personne.
Alors, au cours des 15-20 dernières années, avez-vous le sentiment qu'il y a une évolution dans la thématique de la précarité, dans la réalité de la précarité aujourd'hui dans notre monde, Claude Emmons? Oh, bien évidemment. Je dirais que depuis le début des années 90, on a connu d'abord une augmentation considérable en termes de volume, augmentation considérable qui a des causes multiples. Par exemple, le phénomène migratoire qui a pris son envol, si j'ose dire. Il a toujours existé, le phénomène migratoire, mais il s'est accentué à partir des années 90 et a donc entraîné un certain nombre de conséquences. D'autre part, on connaît le développement dramatique de toute la problématique à la fois toxicomaniaque, médicamenteuse et psychiatrique. Et donc tout ça a amené à une augmentation d'un phénomène qui est au fond historiquement généralisé, puisque le mendiant, le vagabond a toujours existé. Mais aujourd'hui, à la fois les formes, les quantités et les moyens d'ailleurs d'aborder le problème ont profondément changé. Avez-vous le sentiment que nous passions d'une pauvreté où certaines personnes vivent aussi des formes de misère aujourd'hui, Patrick Plateau? Oui. Je pense que ce qui nous est aujourd'hui aussi plus problématique, c'est de se rendre compte que même des personnes qui ont une situation qui nous paraissait il y a quelques années, une situation tout à fait normale et classique, donc avec un job, avec un travail, une situation qui pouvait permettre aux gens de s'en sortir, eh bien maintenant, c'est plus le cas. On est dans une situation aujourd'hui où même des personnes qui ont vécu une certaine aisance se retrouvent dans des situations plus que critiques. Tout simplement parce que le tissu familial a changé, parce qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné dans leur vie. Et donc, assez vite, je crois aussi que ça c'est important, c'est que la vitesse avec laquelle on peut descendre et on peut tomber est quand même très très importante, puisqu'on est quand même dans un monde où tout va très très vite. Et là aussi, dans la solidarité, malheureusement, on doit faire face à l'urgence d'un côté, parce que les gens sont dans des situations qui sont très très complexes en très très peu de temps. Alors, vu la crise économique et effectivement les moyens qui diminuent, avez-vous le sentiment dans les ASBL qui travaillent dans le monde de la solidarité qu'il faut aujourd'hui séduire pour pouvoir attirer des personnes, des donateurs, une certaine forme de générosité, comme on l'a vu le défilé dans le reportage? Avez-vous le sentiment qu'il y a une séduction à faire aujourd'hui pour justement susciter cette solidarité? Séduire n'est pas un mot que j'aurais employé, en tout cas, je dirais convaincre. Convaincre par l'opportunité de l'action qui est menée. Mais de toute façon, il y a deux formes et de charité et de solidarité d'ailleurs. Il y a celle qui est due à l'urgence ou à la catastrophe. Celle-là est beaucoup plus spontanée, beaucoup plus rapide et beaucoup plus généreuse. Et puis il y a la solidarité qui s'étale dans le temps sans lien avec une catastrophe particulière. Celle-là est plus difficile à maintenir et là il faut très certainement faire preuve de créativité. Mais si je peux revenir 30 secondes sur ce qui a été dit tout à l'heure, dans les raisons qui amènent la pauvreté de nos jours, il y a deux éléments et ils sont essentiellement centrés sur le phénomène publicitaire et la création inutile dans beaucoup de cas de besoins d'une part, et d'autre part le phénomène de financement facile qui plonge les gens à la moindre difficulté de vie, une maladie, un chômage, un divorce, dans la précarité et éventuellement dans la misère. Donc ces deux éléments-là sont à la fois les deux éléments déclencheurs ou accélérateurs, disons, du phénomène d'une pauvreté moderne. Avez-vous le sentiment, par exemple, au CPS de Liège, que la thématique du surendettement est devenue un véritable phénomène social aujourd'hui? Ah, non seulement c'est un phénomène social, mais c'est pratiquement un phénomène catastrophique. On constate une augmentation exponentielle des personnes en médiation de dette et des personnes aussi qui ont des problèmes avec leur facture d'énergie. Par exemple, en général, les deux choses sont liées. Hein, et on constate aussi une augmentation des files d'attente, du temps qu'il faut pour avoir un dossier rempli, tellement le nombre de personnes est important par rapport au nombre de travailleurs qui ne sont financés par ailleurs. Alors Corinne
Poursuivons ce magazine avec peut-être un autre reportage. Mais oui, donc une grande majorité de personnes en situation précaire sont des femmes. Difficile pour elles de se réinsérer, d'aller à des entretiens d'embauche ou de tout simplement se sentir féminine lorsqu'il faut vivre au jour le jour. Tammy Van Gestel, elle était au départ assistante sociale, elle est devenue Miss Bigoudi et vous allez voir Philippe que pour une somme tout à fait dérisoire, elle arrive à faire de petits miracles. C'est un deuxième reportage d'Anne Lecomte. Il est 8h20. Christine s'est levée de bonne heure ce matin. Car aujourd'hui, elle a un rendez-vous important près de la place Flagey à Bruxelles. Un curieux institut de beauté y a ouvert ses portes il y a quelques mois. Au salon des femmes de Mademoiselle Bigoudi, on met du blush sur les joues et du baume dans le cœur. Je suis pensionnée, mais mes revenus sont beaucoup moindres que lorsque je travaillais, bien entendu. Et je suis seule, j'ai un loyer qui est assez conséquent. Et même une fois par mois chez le coiffeur, c'est quand même un budget. C'est pour ça que je viens ici. Et vous venez régulièrement ? Tous les mois, oui. J'ai l'impression d'être une cliente comme dans un autre salon. Donc je me sens bien, je me sens à l'aise. Faites coiffure, mais quoi d'autre? Oui. On donne aussi des conseils par rapport au maquillage, mais vraiment pour un entretien. Donc c'est très simple, une manicure de base et des conseils de relooking. Ici, je crois qu'on soigne aussi un petit peu le psychologique. Ça se fait naturellement et elles se confient et voilà, on les soutient aussi de ce côté-là. C'est important. Le prix est quand même très modique. C'est-à-dire 5 €. Donc là, on vous a fait une couleur, une coupe, un brushing, c'est 5 €. Un brushing à 5 €. C'est incroyable, hein? Donc ça fait une grande différence avec un autre coiffeur. Et ici, ça vous permet quand même de garder une certaine féminité à un prix très réduit quand même. Il faut rester féminine, sinon alors, il n'y a plus rien, hein? À l'origine de cette initiative, une assistante sociale, Camille Van Gestel, ou plutôt Mademoiselle Bigoudi. L'idée de faire du social à sa façon a germé pour finalement trouver une concrétisation dans ce salon de relooking social pour femmes précarisées. Je fais d'abord effectivement un entretien pour un petit peu voir si elle rentre évidemment dans les conditions pour pouvoir bénéficier de la coiffure. Donc on fait vraiment un entretien général où chaque femme apporte la preuve de ses revenus. Ensuite elle passe en coiffure et puis on fait aussi une petite anamnèse de voir si on peut l'aider pour d'autres problèmes sociaux et l'orienter vers les services compétents. Avec 5 femmes reçues par jour, le rythme est soutenu pour Moumna et Camille. Le téléphone sonne sans cesse. Le salon des femmes est une véritable réussite, même si l'affaire n'est pas rentable. Pour le moment, en tout cas, voilà, on peut vivre une année et on espère vraiment bénéficier de soit encore des dons ou de subsides pour pouvoir continuer à ce que ce projet vive et on croise vraiment les doigts pour que ça dure. Patrick Plateau, comment rendre la dignité aux personnes en situation de précarité? Il me semble, d'abord dans un premier temps, c'est de les prendre au sérieux. Je crois que chaque demande doit être une demande particulière. On ne peut pas, je pense, considérer que chaque personne qui arrive chez nous et formule une demande soit considérée comme un numéro ou un dossier. Évidemment, il y a toute une partie administrative, mais surtout l'écoute d'abord, et comme on a entendu dans le reportage aussi, être féminine, mais ça révèle aussi la dignité, d'être soi-même et d'être reconnu comme on est. Je crois que c'est essentiel. Après, dans ce dialogue, eh bien, le fait de s'investir, et je disais tout à l'heure que pour moi la solidarité c'est une relation win-win, c'est le fait de s'investir aussi dans le projet de l'autre et de l'aider à porter ce projet et à se remettre debout, eh bien forcément ça met aussi en valeur et ça révèle.
Et ça donne envie aussi de ne pas décevoir l'autre. Enfin, c'est cette relation-là qui me semble être fondamentale. Vous rejoignez ce que Patrick Plateau dit, Claude Oui, Demons? tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas de forme de solidarité. Il y a des moyens mis en œuvre qui peuvent être différents d'un lieu à l'autre ou d'une institution à l'autre. Mais la philosophie, je pense, est la même à partir du moment où on parle bien de solidarité. Si on est dans la charité, c'est un autre problème, mais on en a parlé dès le départ. Alors, une personne qui est dans cette situation-là, comment se fait-il qu'elle va plutôt aller chez vous au CPAS ou à Caritas Secours? Comment les personnes font? Est-ce que chacun travaille pour soi ou travaillez-vous en réseau avec les différentes ASBL? Bien, on travaille à la fois pour soi et en réseau, parce que c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Les personnes viennent au CPS parce qu'elles ont besoin d'ouvrir un droit. Et donc, à partir de l'analyse du dossier individuel, exactement comme on vient de l'entendre dans ce salon de coiffure, il y a ouverture ou pas du droit. Et à partir de là, un diagnostic est fait sur la situation sociale de la personne. Est-elle en condition, par exemple, d'être en formation professionnelle ou d'aller travailler, ou ne l'est-elle pas? Et si elle ne l'est pas, quel est son âge, quel est son état de santé, etc. Et donc, de quoi a-t-elle besoin? Alors, sont développées toute une série d'activités dans ce que nous appelons les services d'insertion sociale, et ça peut aller du jardinage à la condition physique. On a une ASBL qui s'occupe de sport, on a une ASBL d'accès à la culture. Vous connaissez sans doute article 27, eh bien, le CPS de Liège a créé l'antenne article 27 Liège, permettre l'entrée dans les lieux culturels comme moyen d'insertion sociale est aussi quelque chose de très intéressant parce que ça passe évidemment par le cerveau. Il y a aussi des ateliers d'alphabétisation qui peuvent à certains moments être extrêmement déclencheurs d'une volonté de remaillage, de retissage dans un quartier, dans une famille d'ailleurs aussi, ou dans un groupe d'amis. Donc en réalité, le travail est multiforme et les différentes formes peuvent s'enchaîner l'une après l'autre pour arriver au mieux, quand on peut, à intégrer un logement digne, à aller vers une formation professionnelle, bref, un certain nombre d'éléments qui font que le travail est réussi, terminé, accompli ou pas. Alors, Caritas, que proposez-vous, en fait, dans la réalité, dans le concret? Oui. Alors, ce qui est sensiblement différent, c'est qu'on travaille avec des ASBL ou des associations qui sont autonomes. Donc, nous travaillons par affiliation, c'est-à-dire que chaque ASBL formule la demande d'affiliation et Caritas propose à ce moment-là des soutiens, soit en permettant aux donateurs des associations de pouvoir recevoir l'attestation fiscale par rapport à leurs dons, ou une formation plus spécifique dans l'accompagnement, un accompagnement pour créer un projet ou éventuellement pour pouvoir développer une nouvelle initiative. Voilà, donc le principe, c'est que chaque ASBL est autonome et les demandes nous parviennent après, évidemment, examen ou en tout cas proposition de l'association qui a reçu dans un premier temps une personne. Ça, c'est pour l'essentiel de notre travail. De temps en temps, évidemment, de manière plus spécifique, on a des demandes tout à fait directes. Je pense aussi que Caritas n'est pas là pour se substituer à déjà un travail qui est opéré sur le terrain, un travail social qui est opéré. On est simplement là pour donner une plus-value, essayer dans certaines situations où on n'arrive pas à dénouer rapidement la problématique, eh bien, on peut donner un coup de pouce, donner une orientation spécifique, et on le fait au quotidien. Voilà. Claude Demons. Oui, si je peux me permettre de compléter la réponse à votre question, c'est dire que le CPS, lui, n'accepte pas des dons en argent, mais est en partenariat avec une multitude d'ASBL et d'entreprises de formation par le travail. Et pour ne prendre qu'un exemple, nous mettons à disposition d'un certain nombre d'ASBL partenaires des travailleurs sous forme de contrat de réinsertion qu'on appelle entre nous l'article 60. Et donc nous avons un tissu de solidarité et de complémentarité extrêmement large sur le territoire de la ville, mais même parfois au-delà de l'agglomération liégeoise.
Alors, il y a les personnes qui viennent frapper aux différentes portes, et puis on voit quand même encore dans les rues aujourd'hui des personnes qui mendient. Alors, que faire par rapport à ces personnes-là? Bien, la première question est d'abord de se poser la question de quel type de personnes avons-nous devant nous. Parce que quand on dit mendiant, on dit beaucoup de choses qui n'ont pas de rapport entre elles. Vous avez le mendiant professionnel, vous avez le musicien de rue plus ou moins capable de jouer de son instrument, vous avez le vrai musicien de rue qui n'est pas, à mes yeux, assimilable à un mendiant, mais qui fait quand même le même geste de poser sa casquette par terre pour avoir une pièce. Et puis vous avez les autres formes de mendiants. Je dirais bien celui qui est comparable à ce qu'on voit dans les histoires avant, le vagabond classique. Et puis vous avez malheureusement maintenant toute la variété des toxicomanes, des personnes ayant des difficultés psychologiques et psychiatriques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, moi je pense que par rapport à ces personnes-là, il devrait y avoir une politique plus cohérente de prise en charge psychosociale, car le côté psycho est extrêmement important. On ne vit pas dans la rue quand on est bien dans sa tête. Et donc, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Par ailleurs, le CPS, les CPS avec les associations, et à Liège, nous sommes, à travers le relais social au Pays de Liège, en partenariat avec pratiquement tout ce qui existe dans l'agglomération comme ASBL ou association luttant contre l'extrême pauvreté. Eh bien, avec eux, nous essayons de les prendre en charge. Il y a des soupes populaires, il y a des éducateurs de rue qui vont à la rencontre des personnes ayant des problèmes. Mais je pense que le problème de la mendicité est tellement multiforme qu'il n'y a pas une réponse simple et adaptée. C'est pratiquement chaque fois une réponse individuelle à fournir à chaque cas. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir montré à quel point la solidarité est nécessaire en ce temps de crise. Alors Corinne, nous poursuivons avec... Oui, et bien maintenant Philippe, je vous propose un petit peu de lecture. Le Vatican est le lieu de tous les pouvoirs, de tous les fantasmes aussi. J'ai choisi pour vous 2 auteurs, 2 romans qui vont vous faire découvrir les dessous de ce Vatican. Le Vatican, un lieu de pouvoir, est comme tous les lieux de pouvoir, un lieu de mystère. Bernard Lecomte vous en livre les derniers secrets, des secrets d'hier et d'aujourd'hui, 2000 ans d'histoire et une réalité souvent plus passionnante que la fiction. Son choix, aller chercher des histoires que tout le monde croit connaître, mais sur lesquelles on peut encore faire des enquêtes. Le suaire de Turin, Fatima, Pie XII et De Gaulle, la franc-maçonnerie. Bernard Lecomte reprend son bâton de journaliste et nous emmène avec lui sur ces chemins-là. Catherine Pigozzi, elle, dans le Vatican indiscret, plonge au cœur de cet État souverain de 44 hectares et de 800 habitants. Elle nous fait découvrir son fonctionnement, mais de l'intérieur. Nous devenons ainsi les témoins de la vie quotidienne du pape, de son lever à son coucher, mais d'autres révélations, intrigues et confidences ne manquent pas, comme ces portraits de candidats à la succession de l'évêque de Rome. 2 romans que je vous invite à découvrir. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir ce magazine, il est possible de le faire en allant sur notre site infocato.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette émission, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.